Alors tout d'abord, pour créer un serveur multithread, donc je vais créer un projet. Alors je vais créer un simple projet console application. Alors ça, ce projet-là, c'est pour le projet serveur. Serveur multithread. MT. Donc ça, c'est un projet classique. Bien. Alors, dans une application, en principe, un serveur multithread, c'est une application dans laquelle il y a un constructeur. Alors, en fait, l'application de la méthode main, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée qu'une instance de la classe programme. Alors, vous avez une simple application. Si vous exécutez ce genre d'application, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une instance de votre classe qui va être créée, de la classe programme. Et après, c'est le constructeur qui va s'exécuter. Alors maintenant, c'est au niveau du constructeur que nous allons essayer donc d'initialiser le serveur. Autrement dit, on va créer une socket, on va la mettre à l'écoute et en même temps, on va essayer d'exécuter une boucle pour attendre les connexions clients. Alors pour créer une socket, vous aurez besoin d'importer le namespace net et système.net.socket. Et après, par la suite, nous allons voir que pour utiliser les threads, c'est ce que nous avons déjà vu, on utilise le namespace threading, parce qu'on en aura besoin. Et après, également, on aura besoin d'utiliser le namespace input-output system.io. Alors, globalement, c'est ces trois namespaces que vous aurez besoin d'utiliser. Alors maintenant, pour créer une socket, donc on va créer un objet socket ss, donc pour moi c'est l'objet server socket, égale new socket. Alors, je sais pas. Oui, je suis en train d'enregistrer. Alors, donc pour créer une socket, donc nous avons dit qu'il faut spécifier trois paramètres. Alors tout d'abord la famille d'adresses. Donc on va chercher socket adresse family. Attendez. Alors adresse de adresse family. Point. Alors on va utiliser network. Ça c'est pour dire que nous utilisons une adresse, la famille IPv4. Ensuite il y a le type de communication. On va utiliser une classe socket type. Alors socket type point stream. Alors pour dire que nous sommes en train de faire une communication point à point. Et après, par la suite, on spécifie donc le protocole, le type de protocole. On va utiliser donc la constante protocol type. Ici, nous utilisons le protocole TCP. Alors ça, c'est la première des choses. Alors, vous avez les trois paramètres qui sont là. Donc, créer une socket. Alors, une fois que vous créez la socket, maintenant, vous allez créer un point d'accès. IP endpoint égale new IP endpoint. Vous spécifiez donc les deux informations, l'adresse IP d'écoute et le port d'écoute. Alors pour l'adresse IP, donc on peut utiliser donc IP adresse .parse. Alors on spécifie on peut convertir une adresse IP format chaîne de caractères. Alors l'adresse IP, on peut mettre par exemple 127.0.0.1. C'est l'adresse d'écoute. Et après le port, on peut choisir un numéro de port, 1, 2, 3, 4 par exemple. Ça c'est le port que je vais utiliser. Oui, alors en fait, à vrai dire, vous savez que les numéros de port, il y a un ensemble de ports qui sont déjà utilisés, mais il n'y a aucun système qui va
en fait, qui va vous empêcher d'utiliser n'importe quel numéro de port. Mais l'essentiel, c'est que quand l'application s'exécute, il faudrait que le port ne soit pas occupé par une autre application. Donc, il n'y a pas une exigence particulière. Vous pouvez bien mettre, par exemple, le port 80. Mais s'il n'y a pas de serveur web qui démarre dans votre machine, ça va marcher. Donc, c'est-à-dire que votre application va occuper ce port. Alors, si vous voulez que votre application, si vous pouvez dans l'adresse IP utiliser par exemple 0.0.0, c'est-à-dire qu'en principe, c'est une manière de donner l'accès à partir de toutes les machines. Alors, ensuite, il faudrait utiliser la méthode listen. Alors, on va tout d'abord construire, on va lier socket address.bind et on va lui donner comme paramètre, voilà, IP endpoint. Et après, on va faire appel à la méthode listen. On spécifie le nombre maximum de connexions qui peuvent être en attente. Alors, ça, jusque-là, donc c'est la mise en place du service, c'est-à-dire le serveur. Alors ici, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons rentrer dans une boucle infinie, while, true. Alors, comme je disais, donc, ici, vous pouvez mettre un entier quelconque dans lequel vous pouvez spécifier le nombre maximum de connexions. Alors, en principe, même si vous mettez un, vous allez voir que ça marche pour plusieurs clients. Ici, oui, mais en fait, généralement, vous pouvez toujours faire utiliser vous pouvez limiter. Alors tout à l'heure, quand on va faire la démonstration, je reviendrai sur comment est-ce qu'on pourrait limiter le nombre de connexions à travers l'objet socket que vous venez de créer. Mais plutôt dans l'utilisation de la méthode listen, le paramètre que vous utilisez, ça représente le nombre maximum de connexions. Alors après, vous pouvez mettre un nombre quelconque, comme vous pouvez utiliser, bien sûr, en fonction de vos exigences. Vous pouvez, par exemple, spécifier, si vous ne voulez pas avoir une limite particulière, vous pouvez spécifier d'autres paramètres, parce que la méthode listen, c'est une méthode qui est surchargée, et après, on peut utiliser d'autres paramètres. Alors, maintenant, j'attends while true. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la méthode accept. Alors, pour appeler la méthode accept, donc je déclare socket s égale ss.accept. Alors, la méthode accept, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors là, ici, donc, à chaque fois qu'il y a si vous laissez votre application comme ça, alors vous pouvez dire que vous avez créé un serveur, un vrai serveur. Pourquoi? Parce que ce serveur-là, une fois qu'il y a un client qui se connecte, il revient pour attendre la connexion d'un autre client. Mais maintenant, le problème, c'est que quand il y a un client qui se connecte, il faudrait assurer la communication avec le client. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, dans notre exemple ici, nous allons déclarer pour le serveur, on va déclarer un entier qui permet d'incrémenter le nombre de clients qui sont connectés. Alors, ici, donc, je vais déclarer une variable, le nombre de clients. Et à chaque fois qu'il y a une connexion, je vais l'incrémenter. Plus NP client. Alors, on a dit tout à l'heure, pour que ce soit un serveur multithread, il faudrait, pour chaque connexion, il faut créer un thread. Alors, on a expliqué la dernière fois que pour créer un thread, on va utiliser la classe thread, th égale new thread. Et après le thread, on va lui donner la méthode qui va s'occuper des traitements. Alors ici, donc, par exemple, on va l'appeler communication. Communication. Alors, on va créer une méthode communication. Alors, sauf que cette méthode communication, cette méthode plutôt que communication, il faut lui transmettre une information très importante. Alors, d'après vous, laquelle? Ben, il faut lui transmettre la socket. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à chaque client, chaque thread que je crée,
je devrais transmettre l'objet socket. Pourquoi? Parce que le thread, il va communiquer avec un client, donc il aura besoin d'un paramètre. Alors, ce qui fait que la méthode qu'on va créer, public void communication, c'est une méthode qui reçoit un paramètre object. Alors, généralement, l'objet, on va l'appeler O. Et du coup, donc ici, quand vous allez appeler la méthode th.start, qu'est-ce que vous allez transmettre comme paramètre? Il faut transmettre la socket S. Donc, pour la méthode communication O, ça représente quoi? Ça représente la socket. Alors, ici, donc, pour chaque, c'est exactement c'est le scénario que nous sommes en train de dessiner. Vous voyez, donc, pour chaque connexion, on va créer, il y a une socket qui est générée. On va créer un thread, mais ce thread-là, il a besoin d'utiliser cette socket. Mais sauf que, d'une manière générale, dans une application, plutôt cet objet que le thread, il a besoin de la socket, bien sûr, mais il a besoin de d'autres informations. Comme par exemple, ici, on voudrait lui donner le numéro du client. Par exemple, si vous voulez que chaque client, vous voulez lui attribuer un numéro, donc il faut également transmettre comme paramètre le nombre de clients. Alors maintenant, on ne peut pas transmettre les deux informations. On ne peut pas transmettre l'objet socket et en même temps le nombre de clients et peut-être d'autres paramètres dans un même objet de type object. Alors c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, on crée une classe interne. Alors je vais créer une classe interne, classe que je vais appeler client communication, Alors ça peut être une classe interne ou externe. Alors je suppose qu'un objet client communication, il est défini dans notre cas par deux informations. Tout d'abord, un objet de type socket. Alors je vais utiliser des propriétés, donc public socket s socket. Alors avec les getters et setters, get set. Oui. Pourquoi? Parce que ici, pour chaque thread, je vais par exemple, je vais utiliser le numéro de client pour envoyer au client comme quoi vous êtes le client numéro tel. D'accord? On peut afficher une chaîne caractère dans la méthode de communication et dire que vous êtes le client numéro 1. Et oui, mais vous l'affichez au serveur, mais si vous voulez l'envoyer au client, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, on voudrait attribuer un numéro à chaque client. Mais dans la base, alors maintenant je suis en train de vous montrer un peu le cas le plus général parce qu'il n'y a pas que l'objet socket, mais également il y a d'autres informations comme par exemple, dans notre cas ici, c'est le numéro du client. Alors comment on va essayer donc d'utiliser cette classe? Donc vous avez deux paramètres. Le premier c'est, je suppose qu'un client, il est défini par une socket et un numéro. Alors la même chose, get set. Je vais créer un constructeur client communication avec deux paramètres. Le premier c'est socket s et le deuxième c'est le numéro. Et on va utiliser this.socket égale à S et 10.numéro égale à nu. Alors maintenant, pourquoi je crée cette classe interne? Parce que tout simplement ici, qu'est-ce que je vais faire? Une fois qu'il y a un client, je vais créer un objet de type client communication, cc égale new client communication et je lui donne comme paramètre quoi? Deux paramètres, socket S et le nombre de clients. Alors, pour nous, en fait, le nombre de clients, ça représente le numéro du client. Donc, le premier client qui va être connecté, donc ça va être 1 et ainsi de suite. Alors, donc, ici, donc, je viens de créer un objet client communication. Ici, donc, au lieu de transmettre l'objet socket, qu'est-ce que je transmets comme paramètre?
CC. Alors CC pour nous, donc dans ce cas-là, l'objet O, ça représente un objet CC dans lequel on va trouver en même temps la socket client et on va trouver également le numéro. Alors, je résume. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, j'ai une application. Alors, cette application, il y a la méthode main. La méthode main, il va créer une instance de la classe. Donc, c'est le constructeur qui va être appelé. Alors, le constructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une socket. Il va créer un point d'accès avec l'adresse IP et le numéro de port. On va construire la socket. Donc, la socket, donc, il est lié au point d'accès. On va ouvrir... en fait, le service, il est à l'écoute. Donc, on va le mettre à l'écoute. Et après, par la suite, on rentre dans une boucle infinie pour attendre les connexions clients. Alors, en fait, la méthode accept, une fois qu'elle est appelée, ça veut dire que j'attends qu'un client puisse demander une connexion. À chaque fois qu'il y a une connexion client, il y a une socket qui va être générée. Cette socket représente le client qui vient de se connecter. Alors, pour chaque connexion, j'incrémente le nombre de clients. Et après, j'ai besoin de créer un thread. Et ce thread-là, je vais lui donner comme traitement, plutôt, il va faire appel à la méthode communication, dans laquelle on va gérer la communication. C'est-à-dire que dans la méthode communication, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement attendre que le client envoie une requête et je donne les réponses. Autrement dit, le protocole de communication, c'est au niveau de la méthode communication qu'on va le faire. Alors, sauf que, bien sûr, la méthode communication qui va être exécutée par le thread, on a besoin de lui transmettre comme paramètre, dans notre cas, la socket qui représente le client et également le numéro de client. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons créé une classe interne, client communication, qui est définie par les deux paramètres, socket et numéro. Alors, c'est ce que nous faisons ici. Donc, nous créons un objet client communication. Et après, on va donner donc comme paramètre la socket S et le nom du client. Et après, on appelle la méthode start et on lui donne comme paramètre CC qui est l'objet client communication. Alors maintenant, jusque-là, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est après la partie commune à tous les serveurs. Donc vous voyez, donc n'importe quel serveur que vous créez, vous utilisez un serveur Apache, Tomcat, je ne sais pas quoi. On peut toujours, bien sûr, il y a des particularités pour chaque serveur, mais dans la majorité des cas, donc ça commence toujours par la création plutôt de ces informations. Alors, qu'est-ce qui va faire maintenant la différence entre un serveur et un autre? C'est le contenu de la méthode communication. C'est-à-dire, c'est là le protocole de communication. Qu'est-ce que je vais, quelles sont les informations que je veux recevoir et quels sont plutôt les traitements à fournir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la classe communication, à chaque fois, normalement, qu'il y a un client qui se connecte, il y a plutôt la méthode communication qui va s'exécuter. Alors, on va commencer tout d'abord par... Alors, dans cet exemple-là, on va essayer donc de créer un serveur qui communique avec des chaînes de caractères. C'est-à-dire qu'il attend que le client envoie une chaîne de caractères et après, en même temps, il envoie une chaîne de caractères comme réponse. Alors, c'est la raison pour laquelle on va utiliser un objet stream, network stream. Alors, en fait, un objet network stream égale new network stream. On va lui donner comme paramètre la socket. Alors, la socket, en principe, il se trouve dans l'objet O, n'est-ce pas? Alors, sauf que, bien sûr, ici, vous aurez besoin de faire un sous-casting. Alors, pour faire le sous-casting, on déclare un objet communication, client communication, CC, égale à O. Et vous faites un sous-casting vers client communication. Ou bien, vous pouvez utiliser O as client communication. Alors, dans C#, c'est une autre manière de faire le sous-casting, c'est pareil. Alors, ici, donc, ici, l'objet O, plutôt CC, n'est-ce pas? Point socket. Alors, ça, c'est un objet network stream. Alors, en principe, cet objet-là, il va me permettre tout simplement d'éviter d'échanger directement des tableaux d'octets, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, nous allons utiliser l'objet network stream, c'est pour échanger des chaînes de caractères. Alors, pour cela, on aura besoin d'utiliser un objet text reader.
Alors en fait, text reader, c'est un objet qui permet de lire une chaîne de caractères. tr égale new stream reader. Et on va lui donner comme paramètre NS. Alors c'est quoi NS? C'est network stream. Ça veut dire quoi? Quand vous écrivez tr.readline, ça veut dire que j'attends la réception d'une chaîne de caractères à partir de quoi? À partir de l'objet network stream. Et l'objet network stream, qu'est-ce qu'il représente? La socket client. Donc je crée un stream de communication avec la socket client. Alors je fais la même chose pour text writer. tw égale new stream writer. Le paramètre c'est ns. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Je rentre dans une boucle infinie, while true. Alors après, par la suite, il peut être conditionné par des paramètres. Alors maintenant, je vais attendre que le client, plutôt, m'envoie une chaîne de caractères. Donc je vais déclarer string requête. Alors pour lire la requête client, on va utiliser quel objet? tr.readline. Et pour envoyer la réponse, on va utiliser tw.writeLine. Alors, writeLine, par exemple, ici, on va envoyer comme texte response to requête. Alors, c'est un exemple d'un serveur. Qu'est-ce qu'il fait ce serveur-là? Il permet de connecter plusieurs clients. Et chaque client qui se connecte, tout simplement, j'attends qu'il m'envoie une chaîne de caractères. Et après, une fois qu'il m'envoie une chaîne de caractères, je lui réponds avec une autre chaîne. Donc ça, c'est un scénario le plus simple. Alors, sauf que pour améliorer l'application, on va essayer donc d'afficher des messages ici. Console.writeLine. On va afficher le message au niveau du serveur, connexion du client, numéro. Je vais afficher le numéro du client, c'est cc.numéro. Vous voyez donc maintenant le rôle de l'objet client communication parce qu'il contient des informations socket et le numéro du client. Et en même temps, je vais envoyer, une fois qu'un client se connecte, je vais lui envoyer dès le départ un message, vous êtes le client numéro tel. Alors je vais utiliser l'objet tw.writeLine. Vous êtes le client numéro client. Et le numéro de client, c'est cc.numéro. Alors, sauf que quand vous utilisez TextWriter, TextWriter par défaut, il active le buffer. Et du coup, donc, si vous voulez que vraiment la chaîne soit envoyée, il faudrait à chaque fois utiliser la méthode flash. Alors, en fait, la méthode flash doit être appelée, si vous voulez réellement, c'est-à-dire que quand est-ce que la chaîne est envoyée? Quand vous appelez la méthode flash. Donc, vous pouvez utiliser writeLine plusieurs fois. Toutes les données sont stockées dans un buffer. Et après, c'est quand vous utilisez la méthode flash que les données vont être envoyées. Alors, en même temps, si vous voulez, on va afficher l'adresse IP du client qui s'est connecté. Alors, oui. Start. Alors ici justement, vous l'avez remarqué, on n'a pas utilisé la méthode send, mais notre méthode send, il se trouve où? Il se trouve dans l'objet TextWriter. Alors en fait, l'objet TextWriter, si vous voulez, c'est un stream de traitement. Lui-même, c'est-à-dire quand vous appelez la méthode writeLine, qu'est-ce qu'il fait? La méthode writeLine, automatiquement, alors je vous montre ce qu'il va faire. Voilà exactement ce qu'il va faire. La méthode writeLine, c'est elle qui va faire appel à socket.send. Sauf que qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va prendre la chaîne de caractères que vous lui donnez, il va la convertir en byte, parce qu'il va utiliser la méthode getByte, et après il l'envoie. Donc autrement dit, donc, si vous voulez travailler comme ça, vous pouvez le faire. Donc on va voir que vous pouvez l'utiliser vous-même. Mais sauf que il y a déjà ce qu'on appelle des streams de traitement qui permettent qui sont adaptés déjà à l'utilisation pour l'échange des chaînes de caractères. C'est clair? Oui. L'explication.
Alors, dans l'explication, je disais, votre collègue vient de poser la question. Ici, on n'a pas utilisé la méthode send. Pourquoi on n'a pas utilisé la méthode send? Parce que nous avons utilisé plutôt un stream de traitement qui s'appelle TextWriter. En fait, vous voulez que je réexplique tout ça? Non, juste la règle. Parce que j'ai pas compris la boucle while. J'ai pas compris l'utilité. Alors, vous parlez de cette classe-là, oui, d'accord. Okay. Alors, je reprends. Alors, jusque-là, c'est bon. Donc, j'ouvre le service d'écoute. J'attends les clients. Une fois qu'il y a un client qui se connecte via l'accept, je génère une socket. Pour chaque client qui se connecte, j'incrémente le nombre de clients. Et en même temps, je vais créer un objet de client communication qui est une classe interne que j'ai créée, sachant que client communication, il est défini par deux paramètres, socket et numéro, avec un constructeur. Alors, je crée un objet client communication et je lui donne les deux paramètres, à savoir la socket S et le nombre de clients. Alors, ça veut dire quoi? Pour chaque client qui se connectait, je lui crée un objet client communication. Je crée un thread et je fais appel à la méthode start du thread. Alors, en fait, pour chaque client qui se connecte, il faut créer un thread. Et après ce thread, pour le démarrer, je lui transmets comme paramètre un objet de type object. En fait, la méthode communication, ici, on lui transmet donc l'objet CC. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode communication? Ici, donc, la méthode communication, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque thread va exécuter cette méthode pour communiquer avec un client. Alors, tout ce que je sais, c'est que cette méthode communication, elle reçoit un paramètre, un objet O, qui représente un objet de type client communication. Donc, je fais un sous-casting, l'objet O de type object, je fais un sous-casting tout d'abord. Ensuite, maintenant, en principe, j'ai déjà dans l'objet CC, qu'est-ce que j'ai? J'ai une socket. En réalité, avec l'objet socket, je peux lire les données et je peux envoyer, n'est-ce pas? Alors, sauf que pour ne pas directement faire appel à la méthode send et la méthode read pour lire les données en format byte, ici, nous allons passer par des streams de traitement. Alors, tout d'abord, on passe par network stream. C'est un objet qui permet de communiquer en utilisant une socket. Donc, autrement dit, donc, cet objet network stream, c'est lui qui va utiliser la socket pour pouvoir communiquer avec le client. Alors, sauf que network stream, on peut l'utiliser pour envoyer des objets, des chaînes de caractères, des formats quelconques. Alors, quand il s'agit des objets, donc, il faudrait faire ce qu'on appelle la sérialisation. Alors, ce qui fait qu'il y a d'autres classes qui sont utilisées pour transmettre des objets. Mais si, comme on veut transmettre que des chaînes de caractères, on va utiliser la communication via text reader et text writer. Alors, en fait, text reader, ici, donc, on va créer un objet text reader qui utilise comme paramètre NS. C'est-à-dire NS, c'est-à-dire c'est l'objet socket. Donc, ce qui fait que si vous écrivez tr.readline, ça veut dire quoi? J'attends que le client qui vient de se connecter, qui utilise cette socket, m'envoie une chaîne de caractères. Et si j'utilise tw.writeline, TextWriter, c'est pour envoyer une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, elle est envoyée vers le client. Donc, TextReader, je lis une chaîne et j'envoie avec TextWriter. Alors, sauf que ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas encore terminé parce que tu m'as posé, il y a une boucle encore, n'est-ce pas? Alors maintenant, en réalité, une fois que je crée ces objets, donc vous voyez donc ce code-là, quand est-ce qu'il s'exécute? Il s'exécute à chaque fois qu'il y a un client qui se communique, il y a ce code qui va s'exécuter. Alors maintenant, quand on a déjà créé l'objet TextReader, TextWriter, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement, maintenant, j'attends que le client m'envoie une chaîne de caractères. C'est quoi? C'est tr.readline. Je lui envoie la réponse et je reviens encore, j'attends qu'il m'envoie la requête. Donc ça veut dire que ici, donc, je suis en train d'assurer un dialogue avec le client. C'est clair? Alors pour afficher l'adresse IP, si vous voulez l'adresse IP pour l'avoir, IP, on peut la récupérer à partir de la socket cc.socket. Alors socket.endpoint.
IP endpoint. Alors, c'est pas socket, c'est S. Notre socket, c'est pas socket, c'est cc. Oui, c'est socket. C'est socket. Point. Alors, quelle méthode? Remote, voilà, remote endpoint. Alors, vous avez local endpoint et remote endpoint. Remote endpoint, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'adresse IP du client distant, c'est-à-dire celui qui se connecte. Et après, on va la convertir en string, tout simplement, en faisant appel à la méthode de string. Alors, en principe, dans cette variable IP, vous trouverez l'adresse IP du client et le port. Parce qu'en fait, ça représente les informations sur le client. Alors, console.writeLine, par exemple, IP égale IP. Alors, il reste qu'à tester. Alors, sauf qu'avant de tester, il ne faut pas oublier de faire ici un flash aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je le disais tout à l'heure, à chaque fois que vous appelez la méthode writeLine, donc si vous voulez réellement que le texte soit envoyé, il faudrait faire appel à la méthode flash. Alors voilà ce que je vais faire. Avant de créer un client, on va démarrer le serveur, je le crée. Alors ce serveur-là, une fois qu'il démarre, a priori, il n'affiche rien, parce qu'on n'a pas affiché de message particulier. On aurait pu afficher le message « J'attends une connexion ». Alors c'est ce que je vais faire. J'arrête. Alors quand est-ce qu'il attend la connexion? C'est juste avant la méthode accept. Console.writeLine. J'attends une connexion. Alors c'est important donc de voir ce message-là parce qu'il va vous indiquer où est-ce qu'il s'arrête. Alors ici donc vous voyez le message, j'attends une connexion. Il attend une connexion. Alors en principe, nous aurons besoin d'un client qui va se connecter. Alors avant de développer un client, vous savez qu'on peut utiliser le client Telnet. Alors Telnet, c'est un programme que vous utilisez généralement pour se connecter vers différents types de serveurs. Alors on va vérifier par exemple avec Telnet, est-ce qu'on peut communiquer avec ce serveur. Alors c'est ce que je vais faire sur ligne de commande. Alors Telnet, c'est en principe c'est une commande. Normalement, si on est dans le même réseau, à partir de votre machine, vous utilisez Telnet pour communiquer avec ce serveur. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors c'est donc je vais utiliser Telnet, l'adresse IP. Alors je veux me connecter vers un serveur. Alors c'est donc on va utiliser localhost. Je me connecte vers la machine localhost. Quel port? 1, 2, 3, 4. Alors normalement, si la connexion passe bien, alors vous allez voir quelque chose. Ici, donc, vous voyez le message, vous êtes le client numéro 1. Et ici, donc, je vois connexion du client numéro 1 et je vois l'adresse IP, le port de l'application qui vient de se connecter. Mais, si vous voulez, qu'est-ce qu'il attend le serveur? Il attend qu'on lui envoie une chaîne de caractères. Entrée. Alors, qu'est-ce que je vois? Réponse to chaîne de caractères. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que le client Telnet communique sans problème avec le serveur. Alors, si le client Telnet n'est pas activé dans votre machine, c'est le cas. Il fait partie des composants Windows. Alors, les fonctionnalités Windows, donc c'est ajout, suppression de programme, fonctionnalité. Et après, vous allez trouver dans activer, désactiver les fonctionnalités Windows. Alors, Telnet c'est un programme, mais vous pouvez utiliser d'autres terminaux pour se communiquer avec les serveurs. Donc ça, c'est toujours important de tester avec le client Telnet. Alors bien sûr, il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il vous affiche la liste des composants qui sont installés. Alors vous voyez donc déjà il est coché. Alors dans votre cas, c'est pas le cas. Donc il suffit donc de le cocher. Client Telnet. C'est bon? Alors donc il y a un... Oui?
Il t'a rien affiché. Ben, ça veut dire que... Ben, attends, est-ce que tu exécutes, tu te connectes vers ton serveur? Hein? Ben, ça veut dire que ton serveur ne répond pas bien. Je vais voir avec toi ça, d'accord? Alors, on va continuer à terminer donc la démo et après donc on va voir. Alors maintenant, pour voir est-ce que mon serveur est capable de communiquer avec plusieurs clients, je vais à nouveau lancer. Je suis dans une autre machine, par exemple. Ben, à nouveau, c'est telnet local host 1, 2, 3, 4. Alors je suis le client numéro 2. Alors il y a le client qui communique, il y a l'autre client qui communique en même temps. Ben, il n'y a pas de problème. Alors ici donc, ça c'est un serveur multithread. Donc ça résume un petit peu les fonctionnalités d'un serveur. Alors maintenant, ici on vient de voir comment créer un serveur, mais on va voir comment créer le client. C'est-à-dire, maintenant on va supposer que Telnet c'est un programme, oui, qui permet de communiquer avec votre application, ce qui est forcément un bon moyen pour tester votre serveur. Alors on va arrêter le serveur. Voilà. Alors maintenant on va créer un client. Alors comment créer un client? Vous allez voir, c'est à peu près pareil. Alors je laisse le serveur, je vais créer un nouveau projet pour créer le client. Alors console application, client, socket. Ça existe déjà. Client socket 3. Alors en fait, le programme que nous allons créer maintenant, c'est à peu près le programme Telnet. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se connecter vers un serveur. On va saisir une chaîne, on va l'envoyer vers le serveur, on récupère la réponse et on l'affiche. Alors la même chose, donc un client, dans notre cas, notre client a besoin de communiquer avec des chaînes de caractères. Alors pour communiquer avec des chaînes de caractères, donc je vais déclarer les objets text reader et text writer. Donc je communique avec text reader, text writer. Alors pour cela, on aura besoin donc d'importer les namespaces system.net, ensuite system.net.socket. On aura également besoin du namespace system.input-output et la même chose, on aura besoin du threading. Voilà. Alors ici donc je vais déclarer un objet de type textReader que je vais appeler TR. C'est avec cet objet là que je vais lire les données. Et la même chose, un objet de type textWriter TW. J'ai besoin du constructeur. Alors la même chose, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de l'application? On va juste créer une instance de la classe programme. Ben, il dit que donc le reste c'est dans le constructeur, n'est-ce pas? Alors au niveau du constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir une connexion vers le serveur. Alors la même chose, pour établir une connexion, il faut créer une socket S égale new socket. Alors la même chose, il faut spécifier les informations sur la socket. Tout d'abord, adresse family, l'adresse IPv4, le type de communication, c'est socket type.stream, majuscule, donc socket type stream et le type de protocole, donc c'est protocole type.tcp.
Quoi? Oui. Tout à fait. Alors, ensuite, on va se connecter. Donc, il nous faut un point d'accès. Donc, IP adresse, endpoint. IP endpoint. IP endpoint égale new IP endpoint. Alors, maintenant, on va se connecter au serveur. Et le serveur, donc, je spécifie l'adresse IP. Donc, je vais utiliser toujours IP adresse.parse. Je vais me connecter au serveur. Et le serveur se trouve dans... voilà, donc en principe, on devrait spécifier l'adresse IP maintenant. Ici, 127.0.0.1. Et le port, c'est 1, 2, 3, 4. Alors ici, donc, je vais établir une connexion avec cette machine. Alors maintenant, on va utiliser quelle méthode? Connect. Alors exactement, on va utiliser la socket s.connect to IP. Endpoint. Alors ça, c'est la connexion. Alors maintenant, si on a la connexion, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer les objets d'entrée-sortie. Alors, à savoir, à quoi est égal, donc on va créer tout d'abord l'objet stream network stream, si vous voulez. Network ns égale new network stream, et le paramètre c'est s, c'est la socket. À quoi est égal tr? TR, c'est text reader. Donc, new stream reader. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est NS. Et à quoi est égal TW? Égal new text writer. Comme paramètre, c'est NS. Stream writer. Voilà, alors donc maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'établir la connexion, j'ai les objets avec lesquels je peux lire et écrire. Alors maintenant, une fois que je suis connecté, ben, je vais lancer un thread. Alors ici donc, nous aurons, dans l'application, on va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais quand l'utilisateur est en train de saisir une chaîne de caractères, si le serveur envoie une réponse, le client doit être capable de recevoir cette réponse. Alors, c'est quoi le moyen pour résoudre ce problème? Il faudrait créer un thread qui va lancer une boucle dans laquelle il attend les réponses. Donc, avant de commencer à envoyer, je vais créer un thread qui va écouter les réponses. Alors, comment on le fait? La même chose. On va créer un thread th égale new thread qui va faire appel à une méthode qui s'appelle écoute. Alors, et après, je démarre le thread, c'est-à-dire th.start. Ici, il n'y a pas de paramètre particulier à envoyer. Ici, donc, j'ai la méthode écoute. Alors, si vous voulez, écoute, c'est les réponses. Écoute, réponse. Écoute, réponse. Alors, dans la méthode écoute-réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une boucle infinie, while true. Alors, j'attends. La même chose que tout à l'heure, string, j'attends une réponse. Rep à quoi est égal? Text reader.readline. Ça veut dire quoi? Une fois qu'il y a, si le serveur envoie une réponse, je vais l'afficher. Alors, pour l'afficher, on va utiliser console.writeLine. Console.writeLine réponse. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Réponse, entre parenthèses. Alors qu'est-ce qui reste encore en plus? Une fois que je démarre, maintenant je vais demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Alors, à nouveau, donc je vais faire un while true. Alors, comment lire une chaîne de caractères? String requête égale console.readline.
Alors, console.readline, c'est-à-dire j'attends que l'utilisateur saisisse une chaîne de caractères. Mais une fois qu'il va saisir je l'envoie. Et je l'envoie comment? tw.writeLine requête. Et le problème est réglé. Alors ça, c'est un vrai client pour un serveur multithread. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il se connecte, il lance un thread lui-même qui attend les réponses. S'il y a une réponse qui arrive, je la traite. Et en même temps, j'ai un autre thread, soi-disant, parce que ça c'est le thread principal. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va se charger, une fois que je vais saisir, qui va s'occuper de l'interface. Une fois que je vais saisir une donnée, je vais l'envoyer. Alors si vous voulez, ici on peut afficher un message console.write requête. Voilà. Donc j'attends une requête, je vais la saisir et je l'envoie. Alors maintenant, pour voir si ce client va fonctionner convenablement, il faut tout d'abord démarrer le serveur. Alors si vous l'avez remarqué, j'ai lancé deux instances de Visual Studio. Alors ça c'est le serveur, j'imagine. C'est le serveur ou le client? Ça c'est le client, ça c'est le serveur. Alors je démarre le serveur. Le serveur est démarré. Et le client. Alors, a priori, j'ai déjà un message qui s'affiche, il n'y a pas de souci. Alors, je vois déjà le message, vous êtes le client numéro 1. Donc, ça signifie que... Alors, je regarde ce qui se passe au niveau du serveur. Alors, le serveur, il est là. Voilà. Alors, voilà, donc, le client que j'ai développé, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Voilà le client. J'attends. Alors, j'envoie. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui s'affiche, n'est-ce pas? Parce qu'on a raté quelque chose au niveau du client. Est-ce que vous pouvez deviner? Exactement. Alors, ici, donc voilà, donc vous avez envoyé, mais vous n'avez pas fait appel à la méthode flash. Donc, ça veut dire que la chaîne que vous avez saisie n'est pas encore postée. Alors, maintenant, il faudrait... on va arrêter le client et on va corriger. Stop. Alors, la méthode flash. Alors, ça, c'est le serveur, le client. Je lis la requête, j'envoie, et quand j'envoie, je fais appel à tw.flash. Alors, je reviens vers le serveur, je le redémarre. Elle est là. Je démarre le client. Voilà le serveur, voilà le client. Je saisis une chaîne de caractères, je reçois la réponse. Alors ça, c'est le client que nous avons créé, mais en même temps, je démarre le client Telnet. Ça, c'est un autre client. La même chose, Telnet. Alors ici, c'est le client numéro 2. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est globalement, ces deux applications client-serveur. Une fois que vous aurez compris comment ça se construit comme ça, donc, vous allez comprendre facilement comment fonctionnent les applications client-serveur d'une manière générale. Alors, juste pour terminer cette application, on va carrément changer le langage, c'est-à-dire qu'on a créé un client C#, mais également on peut créer par exemple un client avec Java. Comme quoi, vous allez vers n'importe quel langage, C, PHP, vous trouverez toujours l'API socket, vous allez toujours à peu près travailler de la même manière et vous pouvez communiquer avec l'application. Alors c'est la pause, je croyais. Alors, je le lis dans vos yeux, alors on va arrêter la démo. Après la pause, on va essayer donc de créer un client Java et après on va essayer de résumer. Et pour vous laisser. Bien, alors donc pour créer un client graphique, on a dit donc qu'on va créer un projet Windows Form Application, client graphique
client graphique 2. Alors on va dessiner tout d'abord l'interface. Pour saisir, tout d'abord, pour se connecter, il faut saisir donc l'adresse IP et le port du serveur. On va imaginer que donc il y a un label. Alors ça c'est l'adresse IP, un text box, qu'on va appeler textbox IP. Et après le texte par défaut, on va supposer que la valeur par défaut c'est 127.0.0.1. Et après la même chose, donc le port, voilà. Le texte port. Une zone de texte. Text box. Le nom. Text box port. Il y a un bouton connecté. Bouton connecté. Alors voilà donc les éléments de base. Et après on va afficher des messages. Alors les messages on va les afficher par exemple dans une, si vous voulez, dans un listbox. Ça, c'est les messages qu'on va afficher. Et après, on va demander à l'utilisateur de saisir la requête. Donc, il y a un label message à envoyer. Et une zone de texte. Text box. Voilà. Qu'on va appeler textbox message. Alors après il y a un bouton envoyer. Envoyer le texte envoyé. Voilà. Alors ici donc listbox, on va l'appeler listbox réponse. Bon après a priori donc l'interface, il n'y a rien de spécial. Alors maintenant comment établir la connexion? Donc on va créer un objet. Faites un double clic. Alors la même chose que tout à l'heure dans la classe form 1, on va déclarer les deux attributs avec lesquels on communique, à savoir text reader et text writer. Alors pour cela, on va importer les namespaces. Alors toujours c'est system.net, system.net.socket, system.input-output et après system.reading. Voilà. Alors maintenant, notre serveur, il a besoin de communiquer avec un serveur. Donc avec... C'est pas comme genre on met juste le nom du package pour un non, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf que même dans Java,
vous pouvez trouver le namespace, par exemple, java.net et java.net.package. Parce qu'en fait, le package, c'est un dossier qui regroupe un ensemble de classes. Donc, il faut les déclarer. Sauf qu'ici, on ne va pas utiliser et c'est par défaut, vous ne mettez pas point étoile, donc vous mettez juste le chemin vers le namespace. Alors ici, donc, le client a besoin de communiquer avec le serveur via des chaînes de caractères. Donc, ce qui fait qu'on va déclarer un objet de type text reader, TR, et un objet text writer, TW. Vous suivez? Alors maintenant, se connecter. Quand je clique sur le bouton connecter, alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je me connecte. Alors pour se connecter, j'ai besoin tout d'abord de lire l'adresse IP. Alors je sais que l'adresse IP c'est... Alors je peux lire avec string IP égale à quoi? C'est textbox IP point text. Et le port c'est un entier. Int le port égale textbox port point text, mais qu'il faut convertir en entier. Alors entier, donc c'est int 32 point parse. Je connais l'adresse IP et le numéro de port. Je crée une socket s égale new socket avec les 3 paramètres classiques. Alors maintenant, socket family, adresse family, point IPv4, donc et après par la suite il y a socket type, point stream, et le type de protocole, protocol type, point TCP. Donc jusque là c'est toujours la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Alors voilà les 3 paramètres. Je crée une socket. Alors maintenant le point d'accès. IP endpoint. IP endpoint égale new. Okay, endpoint, on va spécifier l'adresse IP et le port. Je vais me connecter vers la machine. Alors l'adresse IP, donc on va faire la conversion à partir de IP adresse IP-adresse.parse. Je vais convertir l'adresse IP qui est toujours de type chaîne de caractères en adresse IP. Et après le numéro de port, c'est le port. Alors voilà le point d'accès que j'ai créé. Alors je me connecte. Alors pour se connecter, IP, plutôt c'est socket s.connect to le point d'accès. Le point d'entrée, donc c'est pareil. Alors je me connecte. Une fois que je me suis connecté, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la même chose, créer un thread qui attend les réponses avant d'envoyer. Alors on crée tout d'abord les objets input plutôt text reader. Donc network stream alors network stream, donc c'est network stream égale new network stream de quoi? S. Je crée l'objet text reader, c'est tr, quoi est égal, c'est new stream reader de la socket de network stream. TW égale new stream writer de NWS. Alors maintenant, ça c'est la connexion, c'est toujours comme ça. Alors maintenant, ici, on va créer la même chose, on va créer un thread new thread
th égale new thread. Et on va lui donner comme paramètre écouteur de réponse. Alors, la méthode écouteur de réponse, public void, écouteur de réponse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose, while true. J'attends. À chaque fois qu'il y a une réponse, string, la réponse, c'est text reader.readline. À chaque fois qu'il y a une réponse qui arrive de la part du serveur, je l'affiche. Où est-ce que je vais l'afficher? Alors, il y a ici un petit problème. Normalement, il faut aller vers listbox, n'est-ce pas? Listbox, comment l'appeler? Listbox réponse.add.items. Si vous voulez, items.add. Je vais ajouter quoi là? La réponse. Alors, sauf que ici, il ne faut pas oublier de faire appel à la méthode start. Enfin, vous créez le thread, il faut le démarrer. Est-ce que vous voyez Mais ça ne va pas marcher. On a déjà expliqué la dernière fois. Quand vous voulez, à partir d'un thread, parce que là, vous venez de créer un thread qui va accéder à un contrôle graphique. Alors, généralement, donc, les contrôles, ils sont gérés, enfin, l'interface graphique, ils sont gérés par défaut par un thread principal, mais on n'a pas le droit d'accéder directement, à partir d'un thread, à un objet qui est contrôlé par un autre thread. Alors, comment on fait? Alors, exactement ce que nous avons fait la dernière fois, c'est que nous avons utilisé new, nous avons créé une action new action. Alors l'action j'ai oublié, si j'ai oublié, donc document autorisé. Document autorisé, voilà, ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là c'est invoke, voilà. Invoke new action, on spécifie la méthode qui va s'occuper de faire le travail. Voilà. Donc c'est invoke new action. Alors ici donc il n'y a pas de paramètre. Le paramètre qu'on va lui envoyer c'est un string, c'est une réponse. Ici la méthode on va l'appeler afficher. Afficher. Alors maintenant la méthode afficher. Elle reçoit comme paramètre la réponse. Alors ça, on n'a pas le droit de le faire directement ici. Donc il faut le déléguer, soi-disant, au thread principal. Donc on va le faire ici. Voilà. Alors en principe, ça c'est la connexion. Alors je vais démarrer le serveur. Je démarre le client graphique. J'ai le port 1, 2, 3, 4. Normalement, si je me connecte, je devrais voir ici un message. Alors, si je ne le vois pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, ici, on a un problème de type le nombre de paramètres incorrect, oui. Le nombre de paramètres incorrect. On a mal écrit le code. Il faut envoyer le paramètre, tout à fait. Alors, invoke. On est là. Afficher, virgule. Virgule. Réponse.
C'est normal, quand vous déléguez, vous appelez un délégué, vous lui déléguez l'exécution de la méthode affichée, mais vous lui envoyez le paramètre. Alors je reprends, je réexécute le serveur, je reviens vers le client graphique, l'adresse IP, le port connecté, vous êtes le client numéro. Alors ici donc là j'établis. Alors maintenant qu'est-ce qui reste? Une fois que je clique, j'envoie le message. Alors c'est ce que je vais faire. Donc j'arrête. Alors voilà donc le envoyer, le bouton envoyer. C'est très simple. Donc on va lire le message MSG égale textbox message.text et on l'envoie avec quoi? Avec tw.writeLine MSG. Donc automatiquement j'envoie le message, mais s'il y a une réponse, il est reçu par ce thread. Alors j'envoie, sans oublier le flash. Flash. Alors, je reviens vers le serveur. Alors ici, donc, les serveurs et les clients que nous avons créés, on n'a pas utilisé les exceptions, les try-catch, qui sont fondamentales après, parce qu'après, en principe, il y a toujours le cas exceptionnel qui arrive, mais vous pouvez l'ajouter. Alors, le client graphique qui va se connecter, une fois qu'on se connecte, normalement, une fois qu'on est connecté, alors le port n'est... Comme quoi, vous voyez donc la gestion des exceptions, parce que ça devrait marcher, si ça ne marche pas, vous êtes bloqué. Donc il fallait faire un try catch, comme ça, s'il y a un catch, on affiche quand même le message d'erreur. Donc 1, 2, 3, 4, connecté. Alors je suis connecté, j'ai un message envoyé, réponse to message. J'ai le message envoyé, réponse to message. Et après, si on a gardé le cas du chat tout à l'heure, ben c'est la même chose. Vous écrivez un message là, il est reçu par l'autre client. Alors, je crois que voilà en quelque sorte un résumé sur la programmation par socket. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Ça suffit pour aujourd'hui. Donc, je répète, donc, pour que le serveur puisse communiquer avec, envoyer un message à tous les clients qui sont connectés à un instant donné, en principe, dans le serveur, on aura besoin d'ajouter une liste qui contient les clients qui sont connectés, c'est-à-dire les sockets clients. Et nous, on a déjà créé une classe qui s'appelle client communication, qui sera instanciée à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte. Nous avons ici la méthode accept. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, nous créons un objet client communication. Donc la classe client communication, cette liste, je vais l'appeler client égale new list. Et une fois que je crée cette liste, donc à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, liste client.add objet cc. Alors, en principe, dans la liste, nous disposons des sockets de tous les clients qui sont connectés, ce qui nous permet à un instant donné de diffuser une information si on le souhaite. Alors, dans ce cas-là, on va créer une méthode qu'on va appeler broadcast. Un message broadcast message de type string.
Alors ça, c'est une méthode en principe qui devrait se charger donc d'envoyer un message à tous les clients qui sont connectés. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va utiliser une boucle for each. On va parcourir la liste pour chaque objet client communication cc in collection c'est client. Je récupère la socket s égale cc.socket. Alors maintenant j'ai le client, un client quelconque. Alors j'ai besoin de lui envoyer une chaîne de caractères, donc à nouveau donc c'est network stream. Stream network stream ss ns égale new network stream de quoi? De s. Je crée un objet text reader, text writer. tw égale new text writer, new stream writer de ns. Et j'envoie. C'est-à-dire text writer.write line le message, le messager. Et après flash. Alors cette méthode-là, une fois qu'il est appelé, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de diffuser un message à tous les clients. Et après, si vous voulez sélectionner le client lui-même, après il faut l'identifier par son numéro, par exemple, et après vous sélectionnez. Alors par exemple, ici, oui, ce qu'on va appeler cette méthode-là, par exemple, dans notre protocole, au lieu d'envoyer un message, ici, au lieu d'envoyer la réponse au client lui-même, parce que ici, qu'est-ce qu'on a fait? On reçoit la requête du client, on lui envoie la réponse. Alors dans notre cas ici, je reçois un message du client et je le diffuse en faisant appel à la méthode broadcast, par exemple, la requête. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Le serveur, il reçoit un message du client, il le diffuse à tous les clients qui sont connectés. Alors, on peut vérifier. Alors ici, donc, j'exécute le serveur. Alors, le serveur, il est connecté. J'ai un client Telnet, le premier, qui se connecte. J'ai un deuxième client que je vais connecter. Telnet local localhost. Alors ici on aura un problème de concurrence des threads. 1, 2, 3, 4, on va l'avoir là. Alors ici donc il se connecte, j'envoie un message. Alors vous allez remarquer que le message que j'ai envoyé, elle est là. Donc M. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un client qui communique avec un autre client. Mais à travers quoi? À travers le serveur. Donc vous êtes dans le cas de le chat classique. Donc vous avez des clients qui communiquent. Mais ici donc il s'agit bien de diffuser un message pour plusieurs clients. C'est bon? Alors ça c'est également donc c'est juste pour vous dire que c'est à partir de ce modèle de serveur que vous pouvez arriver finalement à toutes les architectures que vous voulez. Alors c'est vrai qu'ici on utilise la communication via des chaînes de caractères, mais ça peut être autre chose que les chaînes de caractères. D'autres questions? L'interface graphique. Alors vous voulez qu'on crée un client graphique? Alors un client graphique c'est la même chose. Alors on va créer un projet. Alors pour le client graphique, vous créez, alors c'est parce qu'on a arrêté le serveur, lui, en fait le client Java il est en train de souffrir. Alors pour créer un client graphique, donc je reviens ici, donc je crée un nouveau projet. Windows Form Application.
Donc client graphique. Oui, justement. Alors justement, on va saisir l'adresse IP, le port. Maintenant, dans le client graphique, alors attendez, il faut qu'on sépare un peu ces problèmes, sinon, alors je vais arrêter. Alors avec le langage Java, donc on va créer un projet Java. Donc je suppose que maintenant j'ai changé complètement d'environnement. Je travaille avec Eclipse, donc Java Project. Alors client socket. Client socket. Bien. Alors, je crée donc une application, une classe. Alors, client socket. Voilà, alors tout d'abord, alors dans Java, l'utilisation des threads est relativement différente que celle que nous avons utilisée dans C#. Alors dans Java, pour utiliser des threads, il faudrait, voilà, soit vous implémentez l'interface Runable ou bien on hérite de la classe thread. Extend thread. Et après, on redéfinit la méthode run. Alors la machine est très lente. Donc on redéfinit la méthode run. Alors dans l'application, et après il y a le constructeur. Et dans l'application, pour démarrer le thread, on utilise new client socket. Et normalement, il faut faire appel à la méthode start. Alors, vous voyez donc ici dans Java, quand vous appelez, vous créez un objet de la classe client socket, automatiquement on crée un thread. Et quand on appelle la méthode start, automatiquement, il fait appel à la méthode run. Donc, ça veut dire que la méthode exécutée par le thread dans Java, c'est toujours la méthode run. Alors, sauf qu'ici, on ne va pas faire appel à la méthode start. On va créer. Donc, c'est-à-dire qu'on crée le thread, mais on va le démarrer à un instant donné. Alors, au niveau du constructeur, pour se connecter, on va utiliser une socket. Alors, socket du package net, S égale new socket. Alors la même chose pour créer une socket, on va spécifier l'adresse IP. On va se connecter à la machine avec le port
1, 2, 3, 4. Alors, on est censé faire un try catch. Donc, catch exception. Donc, j'établis la connexion. Alors, quand on établit la connexion dans Java, tout d'abord, il faut créer les objets input stream, output stream. Alors, input stream, input stream, is égale new est égal à s, la socket s point get input stream. Et output stream os égale à s.get output stream. Alors maintenant, ici avec is je peux lire les données, avec os je peux envoyer. Donc globalement c'est ce qu'on fait. Alors sauf que maintenant si vous voulez lire une chaîne de caractères et envoyer une chaîne, à nouveau on va utiliser les classes bufferedReader, c'est l'équivalent de textReader, et printWriter c'est l'équivalent de textWriter. Donc c'est des classes avec lesquelles on peut lire et on peut envoyer. Alors pour bufferedReader br égale new bufferedReader. Alors généralement on lui donne un objet de type new input stream reader et après on donne l'objet is. Alors en fait avec l'objet input stream on lit les octets. Normalement on va lire que les octets. Avec input stream reader ces octets vont être traduits en caractères. Input stream reader c'est pour lire des caractères. Et après bufferedReader il permet de construire des chaînes de caractères. La même chose, bufferedReader il ne fait que récupérer un tableau d'octets et après à la fin avec la méthode readline il permet de retourner une chaîne de caractères. Et pour envoyer on va utiliser printWriter pw égale new printWriter de os et après il y a un paramètre. La même chose que tout à l'heure, donc le buffer si vous voulez l'activer ou pas. Donc si vous mettez true, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez printline, la chaîne de caractères elle est envoyée vers le client. Vous n'avez pas besoin de faire flash. Alors que si vous mettez false, ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez la méthode println, il faudrait faire appel à la méthode flash. Donc c'est une manière de dire est-ce que je vais activer le buffer ou non. Alors avec false, ça signifie que à chaque fois il faut faire un flash. Sinon, vous mettez true. True, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire un flash parce qu'à chaque fois que j'utilise println, la chaîne de caractères elle est envoyée. Alors vous voyez donc c'est à peu près la même chose. Donc je crée une socket, je me connecte. J'ai besoin d'utiliser les objets avec lesquels je vais communiquer. printWriter, bufferedReader et printWriter. Généralement ce sont des objets qui sont déclarés, qui ont une portée globale, c'est-à-dire l'objet bufferedReader, vous le déclarez en tant qu'attribut. La même chose pour printWriter en tant qu'attribut. Ici on va utiliser br égale et pw égale. Alors on va jeter un coup d'œil sur le client .NET qu'on avait créé. Vous voyez donc c'est à peu près la même chose. Alors textReader, textWriter. Je crée une socket, je me connecte et ici donc à la place de input stream vous avez network stream. C'est l'objet qui permet de communiquer via la socket. Donc on a a priori le même principe. Alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc une fois que je crée les objets avec lesquels je peux lire et j'envoie, alors tout d'abord si vous appelez la méthode this.start. Alors vous savez que quand on crée un objet, on a créé l'objet client socket, ça veut dire que nous avons créé un thread. Mais le thread il n'est pas démarré. Alors maintenant si vous appelez start, automatiquement c'est la méthode run qui va s'exécuter. Alors maintenant la méthode run qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre les réponses. Comme tout à l'heure, while true. J'attends une chaîne de caractères. La réponse égale br.readline.
et j'envoie, et j'affiche la réponse. Alors, sauf que ici, on a besoin de faire un try catch. Et j'affiche la réponse. Rep. Alors, on va essayer donc de regarder l'équivalent au niveau de C#. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, pour faire appel ici, donc pour créer un thread, donc il faut le créer. Une fois qu'il est créé, on appelle la méthode start. Alors, sauf que la méthode start ici, il fait appel à la méthode écoute réponse, alors que dans Java, généralement, c'est toujours la méthode run. Il cherche toujours la méthode run de la classe. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Une fois qu'on démarre, maintenant, la même chose. Donc, je rentre dans une boucle infinie et je demande à l'utilisateur de lire une chaîne de caractères et de l'envoyer. Alors, avec Java, pour lire une chaîne de caractères, on fait appel à une classe scanner, clavier, égale new scanner, system.in. Donc, je vais lire à partir du clavier. Donc, je lis une chaîne de caractères. La requête, c'est quoi? C'est clavier.next line, si vous voulez. Next line, c'est une chaîne de caractères. Et je l'envoie avec pw.print line. La requête. Alors, si vous regardez bien, ce que vous voyez là, c'est à peu près ce que vous avez ici, la même chose. Donc, je lis une chaîne de caractères et je l'envoie vers le serveur. Alors, on va vérifier. Alors, je vais démarrer le serveur. Alors, le serveur que j'ai créé avec C#. Il attend la connexion. Et après, j'ai un client Java, une application Java, run a Java application. Alors, j'ai le serveur. Alors, déjà, je reçois quelque chose d'intéressant. Ici, c'est le serveur. Alors, vous êtes le client. Alors, les accents et tout ça, donc c'est à régler. Vous êtes le client numéro tel et le serveur répond. Alors, j'envoie une chaîne de caractères et je reçois la réponse. Donc, ici, donc, vous voyez, donc, la communication, le langage n'a pas de... Faire la communication entre des applications réseau via les sockets, c'est pratiquement toujours possible, quel que soit le langage que vous utilisez, parce que socket, avant tout, il est lié au protocole TCP. Donc, c'est-à-dire vous utilisez un protocole pour pouvoir communiquer avec les applications. Alors voilà en fait le client, un exemple de client très simple, Java qui communique avec le serveur. Alors pour le client .NET, on va l'exécuter. La même chose, donc a priori, vous êtes le client numéro 2. Et nous avons également un client Telnet. Vous êtes le client numéro 3. Alors c'est donc 3 clients différents à tester. Bien, alors donc ça c'est la première partie. Alors je vais vous laisser travailler ça tranquillement tout d'abord. Il faudrait que ça marche dans vos machines, donc de façon à ce que l'on puisse résoudre, enfin, en tout cas, le problème que je vous ai donné.